Tu fais quoi comme boulot? Je suis petit ami à louer. Tu as déjà couché avec une cliente? Tout a dérapé, je sais pas. Et c'est là que je suis tombé. Sakura, elle, ne laissait personne indemne. Tu veux bouger? On y va? Tu préfères karaoké ou hôtel? Shibuya. Quand on dit Shibuya, on imagine ça, mais Shibuya est un grand quartier et il y a de tout, plein de contrastes. Donc ici, on est devant le parc Yoyogi où il y a les toilettes transparentes qui sont tout au bout, de l'autre côté du parc Yoyogi. Mais de ce côté, c'est une zone où il y a beaucoup de sans-abri. Par exemple, le monsieur qui est là, qui a ses petites affaires rangées là, et en plus ici, il y a un espace pour faire du sport. Il est écrit qu'il est interdit de pratiquer des sports avec un ballon. Donc ici, la seule chose que tu peux faire, c'est courir. Et bon, de ce côté-là, par contre, il y a ce parc qui est plein de, je ne sais pas, c'est un parc un peu bizarre, qui a comme, je ne sais pas, c'est quoi ça? Une garderie ou quoi? Des enfants jouent dans l'eau et la boue un peu partout. Intéressant. Bien, ici c'est le parc Yoyogi et ici par exemple à l'entrée du parc, c'est une zone où beaucoup de gens se réunissent pour faire du sport, des pique-niques et tout ça. Mais au bout du parc, c'est une zone où il y a plein de maisons de sans-abri. Vous voyez toutes ces petites tentes qu'il y a. Les messieurs sont là aussi. Et en plus, dans ce parc, parfois, une fois toutes les 2 semaines, des bénévoles se réunissent pour préparer des repas et les distribuer aux hommes. Les messieurs sont bien installés ici. Allons-y sans les déranger. Regardez, de ce côté-là aussi c'est plein. On voit 2 grandes bâches bleues. Mais regardez, on dirait même... Ah non! Qu'est-ce que c'est? Une sorte de tente. On dirait, bon, ça ressemble à une tente. Ah non, 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 ce n'est pas une tente. Enfin là, je vois un lit. On dirait plutôt un atelier ou quelque chose comme ça. Au Japon, malheureusement, il y a beaucoup d'adolescents, enfin, et c'est quelque chose qui est devenu à la mode, je crois, depuis les années 90, que des jeunes attaquent des hommes, surtout s'il s'agit de personnes âgées. Parce que, bien sûr, ce sont les personnes les plus sans défense, qui ne peuvent pas porter plainte et qui subissent de la violence de la part de jeunes inconnus. Pour prouver que nous sommes bien à Shibuya, ce bâtiment central au fond, c'est le Shibuya Sky. Le célèbre belvédère qui a ce genre de balcon qui est bondé de monde. Et en plus, avec cette chaleur, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit être de monter là-haut. Et en plus, il y a toujours la queue pour prendre une photo dans le petit coin en verre transparent. De ce côté du parc, il y a souvent des festivals de nourriture et autres, mais ils sont encore en préparation. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc sûrement demain, il y aura un festival, mais on part d'ici. Nous, ce que nous sommes en train de parcourir, c'est le district de Shibuyaku. Et tout le district de Shibuya est grand. Il y a plusieurs gares de train sur le trajet. Mais bien sûr, d'ici, nous sommes près de la gare de Harajuku, qui appartient au district de Shibuya. Et voilà, ici, c'est l'entrée du parc Yoyogi. Et dans ce cercle ici, les rockabilly ont l'habitude de se réunir pour danser le dimanche. Depuis des siècles, je crois que depuis la première fois que je suis venu au Japon, il y a toujours eu un cercle de groupes de rockabilly qui dansaient. Il y a un des gars qui vient danser le rockabilly ici, qui est devenu assez célèbre parce que, évidemment, comme ils sont toujours là, un producteur ou un chasseur de talent, peu importe, a engagé l'un d'eux pour participer à des clips musicaux. Et il avait vraiment du style, le gars qui est apparu dans les vidéos. Et bien sûr, ça les encourage sûrement à continuer de venir comme chaque semaine pour danser ici, mais c'est cool, c'est cool. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, quel délire, des rockabilly au Japon. Tant au Japon, il y a de tout. Et juste à côté du parc Yoyogi se trouve le sanctuaire Meiji, qui, si on regarde sur la carte avec le parc Yoyogi, forme un immense poumon vert au milieu de la ville de Tokyo, un énorme espace vert. Ce sanctuaire a été dédié à l'empereur Meiji, qui a été l'un des empereurs marquants de l'histoire, parce que c'est lui qui a transformé le pays d'un système féodal en un pays constitutionnel.
Et cet arbre, par exemple, représente justement l'union de l'empereur et de son épouse. Ce sont deux arbres qui ont été plantés séparément, mais vus d'en haut, on dirait qu'ils ne forment qu'un seul arbre, non? Les sanctuaires shintoïstes, comme celui-ci, sont propres au shintoïsme. La religion autochtone du Japon naît avec le pays, contrairement au bouddhisme. L'empereur actuel est le descendant du premier empereur du Japon, né en 711 avant Jésus-Christ. Et cela fait 2700 ans de lignée ininterrompue. Et le premier empereur descend d'Amaterasu, la déesse du soleil, qui est la principale déesse du shintoïsme. Autrement dit, le Japon est un pays shintoïste. Mais bon, il y a très longtemps, il y a plus de 1500 ans, l'empereur a accepté l'introduction du bouddhisme. Il a remarqué qu'on pouvait le compléter avec le shintoïsme, une religion axée sur la connexion aux dieux de la nature. Et une curiosité, c'est que dans le shintoïsme, autrefois, la mort était considérée comme quelque chose d'impur. Par conséquent, lorsqu'un empereur mourait, la terre devenait impure et donc la maison impériale déménageait. En fait, lorsque le bouddhisme est arrivé, l'empereur a aimé cette philosophie selon laquelle il y a une autre vie après la mort et il a donc adopté le bouddhisme qu'il a fusionné avec le shintoïsme. Et depuis lors, les empereurs ont cessé de déménager. C'est pourquoi la première fois qu'un château impérial a été construit, ce fut à Kyoto. C'est-à-dire, avant cela, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, mais sûrement que la maison impériale était une cabane, non? On parle du Xe siècle, n'est-ce pas? Ah, regardez, ceci par exemple s'appelle des ema. Ce sont des plaques que l'on achète dans les temples et qui servent spécifiquement à faire des vœux, n'est-ce pas? On y fait des vœux, d'accord? Il y en a écrit dans de nombreuses langues. Regarde, que la mère de mon fils me pardonne, je n'imaginais pas élever ainsi l'amour de ma vie. J'espère que tout redeviendra vite normal. Il a dû se passer quelque chose avec la mère de l'enfant. Eh bien, qui sait? Là-bas, on dirait qu'ils vont organiser une cérémonie. Et d'ailleurs, ici par exemple, dans ce sanctuaire, les samedis et dimanches, il y a toujours un mariage. Parce que, eh bien, dans les sanctuaires shintoïstes, c'est là que les mariages sont célébrés, comme si le shintoïsme était dédié à tout ce qui est célébration, et le bouddhisme est plus axé sur l'esprit, sur la mort. C'est pourquoi les cimetières et les funérailles sont gérés par des temples bouddhistes. C'est très beau parce que les deux religions se fusionnent très bien, même si elles sont différentes. Je veux dire, il n'y a pas de conflit entre les deux religions. Comment reconnaître un sanctuaire shintoïste? Très simple, le tori. Le tori est le symbole qui représente le shintoïsme. S'il y a un tori, c'est shintoïste. S'il n'y en a pas, cela veut dire que c'est un temple bouddhiste. Et ici, nous avons des voies ferrées. Que se passe-t-il quand il y a des voies ferrées dans les vidéos que nous regardons dernièrement? Les quartiers sont séparés. Ici, de ce côté, nous avons le sanctuaire Meiji, un lieu très sacré, beaucoup de verdure et tout. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Une mer de gens, parce qu'on est à Takeshita. C'est-à-dire qu'à peine on traverse les voies, l'ambiance change complètement. C'est l'un des quartiers les plus fréquentés en matière de mode ou de tendance actuelle. Depuis les années 80, ici, ça a toujours été un quartier dédié à la mode ou au mode underground. C'est ici que se retrouvaient les tribus urbaines japonaises, non? Mais ça a toujours été comme ça jusqu'à il y a un peu moins de 10 ans, quand ils ont arrêté de se rassembler autant, parce que l'essor du tourisme a fait que les magasins continuent à vendre des articles de mode, mais c'est devenu un peu plus touristique. D'ailleurs, on ne ressent plus vraiment l'identité qu'on ressentait avant. Quand je suis arrivé au Japon, le Visual Kei était en plein essor. Il y avait beaucoup de magasins de vêtements de style gothique, des boutiques avec de la musique dédiée à tout ça. Et puis cette mode s'est un peu éteinte. On pourrait dire qu'aujourd'hui, ça ressemble un peu plus à la mode coréenne, non? Parce qu'il y a la tendance du K-pop. Mais maintenant, beaucoup de magasins sont là surtout pour attirer les touristes. Mais avant, on voyait beaucoup de gothiques Lolita par ici. C'est-à-dire marcher dans la rue, dans ce quartier, ouf, les dimanches, les samedis, en se promenant ici, c'était plein de gens de ce style. Regardez par exemple, voici un magasin qui conserve le style gothique Lolita, non? Ce style assez dark. Mais regarde ici, regarde par exemple des bonbons, les pièces de 10e fourrées au fromage, de la tapioca. C'est vrai, c'est un quartier très axé sur les sucreries. Ici, on vend beaucoup de douceur, par exemple la barbe à papa colorée. Ensuite, en bas, il y a des boutiques de fraises. Et c'est ici, en fait, que la culture des crêpes est née.
ce sont des échantillons en plastique, n'est-ce pas? Regardez cette boutique, c'est un peu pour des choses de sanko, de spectacle et tout ça. Ici, par exemple, même Lady Gaga a acheté des vêtements ici. Non, je plaisante, mais n'importe qui pourrait le croire. Il y a plein de cafés pour animaux. Tout a commencé avec le café pour chat, le café pour chien. Et maintenant, le Pic Café est très à la mode. Ce sont des cafés de petits cochons où, en gros, on entre juste pour passer un moment à caresser des petits cochons. Là, tu les vois, ce sont tous des cochons. Écoute, j'ai une amie, d'ailleurs je lui passe le bonjour, qui a travaillé dans un de ces cafés. Et en fait, elle a même fini par adopter un petit cochon qu'elle a maintenant comme animal de compagnie. Mais quand elle y travaillait, elle a demandé à un supérieur par curiosité, que se passe-t-il quand ils grandissent trop? C'est une race de petits cochons qui ne grandissent pas beaucoup, mais un peu quand même. Et ils atteignent une taille où ce n'est plus possible de les garder dans le café parce qu'ils sont trop grands. L'idée, c'est qu'ils restent petits. Et question, qu'est-ce qui se passe quand ils grandissent? On les vend? Et qu'est-ce qui se passe s'ils ne se vendent pas? On les vend? Et il n'a plus jamais posé de question. Regardez, il est écrit pas de caméra, mais là-bas, c'est le café des loutres. Là-bas, notre ami Araya Vlog s'était déjà venu. Franchement, c'est un peu choquant. Je n'entrerai pas là, car ce ne sont pas des animaux domestiques. Il en a touché un qui semblait mort. On lui a dit, on va te le changer. Pour être honnête, je ne défends pas ces endroits, mais je ne les attaque pas non plus, parce qu'en réalité, je n'ai pas d'informations. Je ne sais pas. Et ici, par exemple, tu traverses Pulitas, la rue Takeshita, tout ça, et il y a une autre ruelle où, par exemple, il y a un magasin Granif où j'achète parfois des chemises. En fait, la plupart des chemises que j'ai viennent d'une marque américaine qui s'appelle Middle of Beyond. Ce sont celles avec des personnages d'horreur, certains jeux vidéo, mais ici, par exemple, ils ont des collaborations avec plein d'animes. Chemise de Naruto, celle-ci c'est de McDonald's, celle-ci par exemple, c'est de la même marque, Granif. Sauf que bien sûr, comme ce sont toujours des collaborations temporaires, eh bien ça se termine et puis c'est tout. On ne peut plus les trouver ensuite. Par exemple, ils ont une de Squid Game. Mais ça ne me plaît pas trop, je ne la mettrai pas. Ah, celle-ci, je l'ai achetée ici, celle avec les petits chats métalleux. J'ai aussi acheté ici un t-shirt Death Note qui est blanc, qu'ils n'ont plus. Je l'ai acheté il y a 1 ou 2 mois. Et juste là, il y a Omotesando, collé à la rue Takeshita. Omotesando, c'est l'un des quartiers les plus chics, huppés, snob de Tokyo. Regardez-moi ce bâtiment. Et dans cette rue, en allant tout droit, il y a plein de boutiques, Dior, Chanel, Vuitton, Boss, toutes les marques, même un Apple Store, tu les as aussi là-bas. Mais bon, je ne vais pas vous ennuyer avec des trucs de riches, alors on va prendre 4 Street, ça nous mène directement au centre de Shibuya. Ah, par exemple, ceci est une petite ruelle de micro-bars que j'ai déjà montré plusieurs fois sur la chaîne, à quel point ils sont petits. À peine 5 personnes peuvent rentrer dans chacun de ces bars. Vraiment, voyons. Tu vois, ils sont tous là, super serrés. Et habituellement, ce genre de bars qui sont vraiment tout petits, d'accord, beaucoup de touristes y vont parce qu'ils aiment l'expérience des bars minuscules. Mais en réalité, ce type de bar était surtout fait pour que les gens, qu'ils soient célibataires ou non, mais normalement des gens qui vont seuls puissent prendre un verre et discuter, socialiser avec un inconnu. Parce que bien sûr l'endroit s'y prête, non? Ce sont des bars vraiment petits et au milieu quoi? L'autre client est à 50 cm de toi et il est aussi venu seul. Alors les gens commencent à discuter. Par exemple, la série Midnight Dinner sur Netflix illustre parfaitement cela, non? Un bar vraiment petit, même si celui-là est un peu plus grand que ce genre-là, où les gens viennent seuls le soir et discutent simplement. Et là, des histoires en sortent, non? Très belle série, relaxante, agréable. Nous sommes enfin arrivés. Un ami punk qui va à des fêtes punk, parfois j'y vais. Bon, le fait est que nous sommes déjà ici au célèbre carrefour de Shibuya. En fait, on se demande quel est le centre de Tokyo. Et souvent, les gens imaginent ceci, mais la réalité est la suivante. Tokyo a de nombreux centres. Il n'existe pas de centre, comme par exemple l'obélisque à Buenos Aires, non? Ou le centre où se trouve le Zocalo au Mexique ou en Espagne, je ne sais pas, la Plaza Mayor, je n'en ai aucune idée. Mais la chose, c'est que ceci serait l'endroit le plus central, entre guillemets, le plus représentatif de Tokyo.
À tel point que, par exemple, quand le Japon a battu l'Espagne et l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde, les supporters japonais sont venus ici, ils sont venus au Carrefour et traversaient le passage en faisant la fête, en respectant toujours chaque feu de signalisation. Ils traversaient en criant « Yeah, yeah, yeah !» Et ensuite, il revenait, yeah, 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 et voilà, c'était ça. Il n'y a pas vraiment de point central où les gens se rassemblent. Mais souvent, par exemple, on peut voir des manifestants de ce côté, par exemple, pour la guerre en Palestine ou des choses du genre. Parfois, on peut voir des gens manifester là parce que c'est une zone très fréquentée, mais ce n'est pas non plus des manifestations très massives, n'est-ce pas ? Mais bon, il y a la fameuse statue de Hachiko, c'est de là que j'ai mis le drapeau argentin sur Hachiko, quand l'Argentine a gagné la Coupe du Monde et la Copa América, les deux dernières fois. Il y a certaines personnes qui m'ont peut-être critiqué, qui disent que c'est un manque de respect, mais messieurs, le drapeau on le met et on peut l'enlever, ce n'est pas du vandalisme, mais bon, il y a des gens qui aiment jouer les moralistes sur les réseaux sociaux, mais bon, je ne fais même pas attention à ces gens-là. Maintenant, Shibuya, comme vous le voyez, on pourrait dire que pour les Japonais, tout cela est tout à fait normal, mais il faut savoir qu'en dehors de Tokyo, Osaka, les grandes villes, le Japon est un pays qui a beaucoup de zones rurales et de campagnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres provinces pour étudier à Tokyo, à l'université. Des jeunes viennent ici et n'y comprennent rien, ils se sentent complètement perdus. Par exemple, moi j'aime beaucoup regarder la télévision japonaise et je regarde des émissions avec des gens célèbres en discussion qui viennent de régions très rurales et ils racontent à quel point ils se sentaient vraiment comme des campagnards quand ils sont arrivés à Tokyo. Et on entend des anecdotes très amusantes. Ou par exemple que dans certaines de leurs régions, il était courant que les trains passent très rarement et les étudiants s'asseyaient par terre quand ils voyageaient. Puis ils sont arrivés à Tokyo, ils montaient dans le train, les sièges étaient occupés, alors ils s'asseyaient par terre et on leur disait « Qu'est-ce que tu fais? Tu ne te sens pas bien ou quoi ?» Et bien sûr, c'est un quartier qui choque même beaucoup de Japonais eux-mêmes. Et en plus, là, à la sortie de la gare, c'est de tout à l'heure, c'est une zone où il y a beaucoup de catch. Et ici, on appelle ça le catch, le catching. C'est des gens qui cherchent à attraper certains types de personnes, que ce soit des clients. On voit souvent des idoles ou des jeunes qui cherchent à attirer du public, à trouver quelqu'un à accrocher pour promouvoir quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens de la campagne qui arrivent pour la première fois dans une si grande ville et bien sûr, quelqu'un les arrête dans la rue pour discuter et évidemment, ils ne trouvent pas ça étrange. Les natifs de Tokyo ne font pas attention et avancent sans se retourner. À l'inverse, les provinciaux sont plus vulnérables, leur culture étant différente depuis les années 80, je pense. C'est une zone où l'on recrutait toujours des filles pour travailler dans le cinéma pour adultes ou des choses du genre. Et c'est un quartier où l'on peut trouver beaucoup de gens, assez libéraux d'ailleurs. C'est une zone où il peut y avoir beaucoup de rencontres fortuites, des gens qui boivent dans la rue. Et, eh bien, c'est arrivé à un de mes amis, un étranger. Il est si venu, est entré dans un bar, une fille lui a dit « Tu veux aller ailleurs, d'accord ? Tu préfères karaoké ou hôtel ?» Ici, c'est Family Mart sur la rue piétonne principale de Shibuya, très célèbre car de nombreux jeunes s'y retrouvent, ainsi que dans un autre Family Mart dans la rue voisine près du commissariat. Le week-end, ici, c'est plein de monde, surtout des étrangers. Mais bon, c'est bien pour ceux qui viennent en touriste, ils viennent ici et parlent avec d'autres étrangers pour discuter, pour bavarder. Peut-être que tu trouveras un latino. Bon, la plupart des gens parlent peut-être anglais. Mais ici, oui, j'ai passé beaucoup de temps, de la nuit jusqu'à tard, à boire avec des amis et à discuter. Et ici, j'ai amené mon ami Mati, qui est chilien. Salut, enchanté. Et tu fais quoi comme travail? Je suis petit ami à louer, petit ami de location. Depuis combien de temps travailles-tu comme petit ami de location? Plus ou moins depuis 2 mois. 2 mois? Oui, le travail est assez divertissant et intéressant. Comment es-tu entré dans ce monde? Sur des applications, pour des sites, et en attirant ainsi des clients.
C'est essentiellement comme une application de rencontre, mais tu t'inscris toi-même et tu fixes tes propres tarifs. Exactement. Est-ce qu'on peut savoir combien tu demandes? Je prends 12 000 yens de l'heure. Soit environ 80 $ de l'heure. La première heure est payée à l'avance avant le rendez-vous. Et en fonction du déroulement de la rencontre, on voit si on prolonge d'1 heure de plus, si la cliente le souhaite. La plupart prolongent. La plupart prolongent, oui. Peux-tu dire quelles sont les applications? Évidemment. Pour moi, les trois meilleurs sont Luxi et Luxi.com. Pour les applis japonaises, il faut régler la région sur Japon, sinon elles n'apparaissent pas sur le Play Store occidental. Sugarbook et Pato, oui, exactement comme l'animal, Pato. Ce sont les meilleures applications. PATO? PATO, oui, aussi évidemment des applications occidentales que j'utilise aussi. Par exemple, Badoo n'est pas fait pour louer des petits amis, mais j'y ai créé un profil en indiquant petits amis à louer, ce qui permet parfois de me trouver ainsi. C'est-à-dire que n'importe qui peut le faire. Exactement, exactement. C'est-à-dire c'est super facile. C'est vraiment très facile, honnêtement. Et dans ton cas, tu as mis sur ton profil... Enfin, j'imagine que la plupart des petits amis à louer sont japonais. Mais toi, tu écris ton profil en anglais. Tu ne parles qu'anglais. En anglais, oui. Parce que tu ne parles pas japonais? Non, je pose un petit piège de japonais basique, c'est ça, est-ce que je comprends, mais j'ai plus de mal à le parler. Les clientes Samasin se rassemblent souvent en disant qu'elles veulent pratiquer leur anglais, et c'est ce type de cliente que j'attire. Bien sûr, je suis comme ça normalement en tant que personne, mais évidemment, quand je suis à mon rendez-vous, je suis très arigato, etc. Être très innocent. Bien sûr, innocent, je ris, je me couvre. Ne pas être imposant avec les filles pour ne pas les intimider. Ne jamais être envahissant, laisser parler, surtout écouter. Parfois, elles me questionnent, mais nous apprenons à nous connaître. Et ce que je veux dire, c'est que être mignon et un peu efféminé, ça marche beaucoup pour moi et c'est naturel. Au bout de la rue piétonne se trouve le bar Tatsuichi, où j'organise toujours les rencontres. Si vous venez au Japon et me suivez sur Instagram, vous savez qu'on organise des rencontres quand c'est possible. Ne demandez jamais, y en aura-t-il une le mois prochain ou tel mois? La réponse, c'est je ne sais pas. Parce que la rencontre, en fait, c'est quand j'ai un créneau dans mon agenda et que je me dis, bon, je pense que dans 2 semaines, je peux organiser une rencontre. Ou la semaine prochaine, et là, je fixe une date. Mais non, il n'y a plus de date fixe. On va prendre un verre par ici. Et j'ai demandé à Danny, tu as une histoire à raconter sur Shibuya? Et il a dit que oui. Oui, il y en a. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs en fait, mais celle qui me marque le plus, c'est une nuit où j'étais au voyager, un endroit où, pour 1000 yens, tu as un bar à volonté, donc tu peux te mettre... Oui, c'est près d'ici, mais aujourd'hui c'est vraiment bondé. Et je pense qu'à ce stade, c'est 90% d'hommes étrangers. Oui, mais bon, cet endroit est célèbre parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gaijin hunters, ces filles qui veulent seulement être avec des étrangers. Et donc, un jour, j'étais là en train de boire avec mes amis. Une fille en japonaise passe et me touche le bras. Comme ça, en passant, elle marche à côté de moi et me touche. Et elle continue à marcher. Et à la fin, la fille, eh bien, elle va sur le côté du bar, elle se retourne, elle me regarde et elle me salue, comme ça. Alerte spoiler, il s'est passé ce qui devait arriver. Avec cette fille, j'ai commencé à sortir, boire un verre, manger. Et un jour, j'ai voulu l'emmener ici, chez Tatsuichi, et je ne lui ai jamais dit qu'on venait chez Tatsuichi. Je lui propose d'aller dans un bar. La fille, voyant qu'on va entrer, me dit « Non, Danny, pas ici ». Je demande pourquoi. À peine je demande pourquoi, un Américain sort de chez Tatsuichi, il venait souvent ici. Il sort, la salue, « Hé, Sakura, je sais pas quoi !» Et la fille était gênée. La fille en lui s'était déjà tapé la moitié des habitués de ce bar. Dans ce bar, il y a beaucoup d'étrangers, car il est confortable, central, facile d'accès et abordable. Cependant, les moins de 18 ans ne peuvent pas entrer. La question, c'est que bon, Sakura m'a dit non, 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 elle ne savait pas où se mettre. Un autre jour, je suis venu ici à Tatsuichi, je tombe seulement sur le Yankee et je lui demande « Et c'est quoi l'histoire avec la japonaise que tu m'as présentée l'autre jour ?» Il me dit « Non, cette fille était avec moi et aussi avec mon meilleur ami. Tout a dérapé, que veux-tu que je te dise ?» Là, j'ai compris. Eh bien, Sakura était celle qui ne laissait personne indemne, mais bon, des filles comme ça à Shibuya, on en trouve beaucoup. Mais bon, moi je ne touche pas de commission, ni rien de ce genre quand je viens organiser des rencontres ici. Mais oui, comme je l'ai fait plusieurs fois, ils m'ont dit « boisson gratuite pour toi » et ils ont été cool avec ça. Et en plus, le patron est tellement sympa que quand il y a eu la Copa América, qui ici au Japon avait lieu le matin, je lui ai dit « Tu vas passer le match, mon pote ?» Eh bien, si tu me le demandes, on le fait. Et on est venu le matin d'ailleurs, en arrivant, il y avait un des employés qui dormait par terre.
Franchement, ils ont été super cool. Honnêtement, les gens de ce bar sont vraiment sympas. Et à côté de Tatsuichi, il y a un bar de rencontre où se trouvent mes amis Lin et Honshin qui sont ici. Elles travaillent ici les vendredis et samedis. Elles sont à l'entrée de cet endroit qui sert de lieu de rencontre pour l'échange linguistique entre étrangers et japonais. Honshin parle-t-elle espagnol? Non. Mais elle a compris la question. Et maintenant, nous sommes à Dogenzaka. Il y a quelques pâtés de maisons du vrai centre de Shibuya. C'est une zone de discothèque, de club, où les jeunes viennent le week-end. Alors, tu vois, les Japonais ne sont pas vraiment du genre à aller danser. Ils préfèrent aller dans les bars, mais les plus jeunes viennent dans ces endroits où il y a de la musique électronique et tout ça. Il y en a un de hip-hop, un d'électro. Je suis déjà entré dans celui-ci une fois et c'était aussi de l'électro. Bon, là par exemple, c'est plein de filles. Elles vont sûrement à un concert. Mais ici aussi, c'est un quartier plein d'hôtels. Tu vois, discothèques et hôtels vont de pair parce que justement, c'est une zone où les gens plus ouverts d'esprit, ceux qui cherchent plus d'aventure, viennent s'amuser avec beaucoup ou peu de bruit. As-tu déjà couché avec une cliente? Jusqu'à présent, non, mais elle le propose. Tu disais que la plupart des jeunes clientes ne sont pas très jolies, sinon elles n'auraient pas besoin d'un petit ami de rendez-vous. Exactement. Mais que la plupart ont plus de 40 ans. Ce sont des femmes mûres, la plupart mariées. Très souvent, elles me disent d'abord « S'il te plaît, sois très discret, c'est en cachette de mon mari ». Elles me parlent mal de leur mari et me racontent leurs problèmes familiaux, leurs problèmes au travail, qui les détestent, qu'elles n'aiment pas. Et très souvent, ce n'est pas seulement quelque chose de romantique, mais c'est aussi, en gros, comme être leur psychologue, les écouter. Certaines pleurent, je dois les consoler. Je l'ai dit 1 milliard de fois sur cette chaîne, ici la question de la psychologie est un désastre et les gens ont tendance à recourir à des services qui ne sont pas professionnels, mais ils les utilisent comme des psychologues. Aller dans des bars, parler avec des barman ou des hôtes, hôtesses ou, dans son cas, un petit ami à louer. Avec ton style, comment ça se passe avec les filles japonaises? En dehors du travail, oui, humblement. Je n'ai jamais aimé me vanter, mais pour être honnête, ça ne se passe pas mal pour moi. Je me sens très à l'aise pour parler avec des filles, avec des femmes, et surtout dans le contexte de la fête, bien sûr, j'aime beaucoup aller vers elles et chercher la conversation. Tu t'en sors, tu as tout ce qu'il te faut? Non, je ne manque de rien. Et avant d'avoir le style? Mon style a bien progressé, c'était bien avant, mais pas mieux que maintenant. Tu as déjà eu des clientes très jolies? Tu ne t'es jamais un peu épris d'une cliente? Ça m'est arrivé 2 fois de penser « Waouh, cette dame est une magnifique mère que j'aimerais me faire ». Mais bien sûr, c'est très rare que les jeunes filles soient jolies, mais c'est plus courant que les dames le soient. Et parmi celles qui sont jolies, aucune ne t'a proposé d'aller à l'hôtel ou quelque chose comme ça? L'une de celles dont je te parle, oui, elles sont très coquettes tout le temps, toujours à te parler de très près. Certaines veulent des baisers, mais dès avant la rencontre, je précise que je n'en veux pas. Maintenant, oui, je pourrais si je le souhaitais. Bien sûr, personne ne te contrôle. Je suis mon propre patron, donc bien sûr, il n'y a pas d'entreprise derrière moi pour me contrôler. Hé, regarde, tu as fait ça, ce n'était pas approprié. Tout dépend de moi, mais selon ma morale, je ne le fais pas. Je ne veux pas franchir cette limite, honnêtement, ça va plutôt bien pour moi. Mais tu n'en manquais pas l'envie, alors? Non, je n'ai pas manqué d'envie. Un garçon de principe, il ne meurt finalement pas de faim. Oh, non, je ne comprends pas ce qui se passe, maman. Mais souvent dans nos vidéos tournées dans divers quartiers, il y a toujours un club de striptease comme celui-ci qui est aussi célèbre. Cet endroit a aussi servi de lieu de tournage pour la série The Naked Director, que j'ai déjà recommandé auparavant et à plusieurs reprises. Et une autre curiosité, c'est que ici, dans la rue d'à côté, il y a un endroit qui s'appelle Rope. Bon, c'est écrit en japonais, mais là, j'y suis déjà entré il y a très longtemps. La dernière fois, j'y suis allé lors d'une visite guidée après en avoir parlé à quelqu'un qui a ensuite acheté un produit. Mais c'est pour il y a environ 10 ans. Quand j'ai commencé sur YouTube, je cherchais des endroits comme ceux-là. Et ici, dans cet endroit, celui avec le panneau jaune, ils vendent de véritables sous-vêtements d'occasion, même tachés. On finit toujours par parler de la même chose, non?
Et ici, eh bien, c'est aussi une zone où il y a beaucoup de bars à filles, il y a aussi certains services un peu plus osés, mais ce n'est pas cela qui fait la réputation de Shibuya, même s'il y a toujours de tels endroits. Chaque fois que je passe par ici, c'est de plus en plus fermé. Et là, c'est impossible d'être plus fermé parce que c'était un happening bar, de ces fameux bars qui sont des clubs où l'on paie une adhésion. Les filles, parfois, entrent gratuitement ou à moitié prix. Ces lieux sont centrés sur les relations occasionnelles, immédiates et sur place. Eh bien, j'ai déjà fait il y a longtemps une vidéo directe sur ce que sont les happening bars, mais bien sûr cet endroit a été fermé par la police parce qu'il était très exposé. Les happening bars sont généralement situés dans des lieux sans information publique. Il faut les contacter par téléphone pour obtenir l'adresse exacte. Eh bien, la vidéo que j'ai faite à Shinjuku l'année dernière sur ce qu'était la nuit, où j'ai cherché un happening bar pour voir si l'adresse était là, mais bien sûr il n'y avait aucune information du tout. Ceux qui ont vu la vidéo sur la culture idol le savaient déjà, mais les idols sont comme des groupes de filles underground qui sont toutes super innocentes, jolies, très jeunes. On met toujours en avant la pureté des filles, le fait qu'elles n'ont jamais été avec des garçons, qu'elles ne fument pas, ne boivent pas, rien du tout. Mais il y a un groupe d'idoles qui s'appelle Dogensaka, qui est le nom de cette rue, Dogensaka 69, c'est-à-dire que Dogensaka est déjà connu de tous les habitants de Tokyo comme une zone d'hôtels, de fêtes, de vie nocturne. Et 69, pourquoi? Eh bien parce que 69, c'est un groupe d'idoles qui n'a rien à voir, qui casse tous les codes de ce qu'est l'idole typique. Parce qu'elles apparaissent parfois en sous-vêtements et sont très érotiques, non? Eh bien, c'est à ce point que va la réputation du quartier de Dogensaka. Toute cette zone, bon, pas vraiment une zone rouge, mais une zone de fête, j'adore parce qu'on traverse la rue de ce côté et là où la rue tourne à gauche, on a une ambiance complètement différente. Et nous avons l'un des quartiers résidentiels les plus luxueux de tout Tokyo. Ici, par exemple, c'est la maison l'une des maisons du propriétaire de Rakuten qui, si je ne me trompe pas, était estimée à 12 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et le fait est que malgré toute l'agitation qu'il y a à Shibuya, tu entres ici à un pâté de maisons, c'est la paix, le silence, il n'y a pas de bruit, seulement des habitations. Mais ici, ces maisons-là, ce sont des maisons qu'on ne voit pas normalement, et encore moins en plein Tokyo. Regarde cette maison, en plus elle a des étages à différents niveaux, non? D'ailleurs, le mètre carré dans ce quartier coûte 15 000 $, juste le mètre carré. Dans des zones comme à la pointe de Shibuya, disons plus près du parc Yoyogi, mais même un peu plus au nord-ouest, là-bas le mètre carré coûte 9 000 $, c'est-à-dire pas le double, mais c'est 50% plus cher par ici. De toute façon, vivre dans le district de Shibuya n'est pas bon marché. Mais bon, même si ici le mètre carré coûte 15 000 $, il y a d'autres quartiers de Shibuya-Q où il coûte la même chose. Je dis Shibuya-Q parce que Q est le terme pour district, c'est-à-dire que c'est comme mentionner tout le district, non? Shibuya-Q. Par exemple, une station au sud, Ebisu, est aussi un quartier résidentiel de luxe. Le terrain le plus cher du Japon est à Ginza. Il y a un endroit précis où, autour de cette zone, le mètre carré coûte 350 000 $, le mètre, 1 mètre carré. Maintenant, bien sûr, en plein centre, là où se trouve le carrefour de Shibuya, autour, c'est là, oui, le mètre carré coûte 121 000 $, hein? Attention, c'est plus cher que la zone résidentielle, mais bien sûr, comme zone résidentielle, c'est quelque chose d'assez coûteux. Quelle variété nous avons eu dans la vidéo aujourd'hui? On se voit la prochaine fois. Un salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et au connard de ton voisin. La gare de Shibuya, depuis que je la connais, a toujours été en travaux, en réparation, toujours des changements et des choses très temporaires. On dit que la construction ne sera terminée qu'en 2027. Est-ce que c'est vrai? Ils ont commencé en 2015.